catégorie Big Data, données de santé en très grand nombre. Avec nous pour le jury, Patrick Sidbon de chez Thales, qui nous fait le plaisir d'être là. Jérôme Béranger de chez Adel pour Algorithm Data Ethics Label, voilà, pour être complet. Et puis Olivier Sigler des laboratoires Pierre Fabre, donc, qui vont donc juger nos 3 candidats. Et la première va passer tout de suite, c'est Karine Seymour. Elle est présidente de Medexprime. Voilà, elle va nous rejoindre. Venez jusqu'ici. Et elle va nous présenter le projet Radiomix Enabler. Voilà, vous avez 5 minutes pour présenter. Allez-y. Bien, bonjour, donc je suis Karine Seymour, je suis ingénieure de formation et j'ai dans toute ma carrière passée managé des projets de PACS, donc c'est Picture Archiving and Communication System, qui sont donc des solutions d'archivage d'images médicales et de solutions d'interprétation d'images et de diffusion. Et je me suis dit, maintenant qu'on a archivé ces millions d'examens d'imagerie dans chaque hôpital, c'est dommage de rien en faire au-delà de la prise en charge du patient. Et donc j'ai décidé de fonder la société Medexprime, dont la mission est de faciliter l'exploitation de ces archives d'images pour la recherche. Donc en introduction, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que selon les connaissances médicales actuelles et les statistiques actuelles, un quart d'entre nous mourra d'un cancer. Et il est probable qu'on soit également atteint de maladies chroniques et de maladies neurodégénératives. Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui accumulé énormément de données sur ces patients et qu'aujourd'hui, les technologies Big Data sont matures et permettent, en combinant toutes ces données, vont permettre de trouver de nouveaux traitements à toutes ces pathologies. Tout l'enjeu va être de savoir sélectionner ces données, de pouvoir extraire les bonnes données pour pouvoir les combiner entre elles et faciliter la collaboration entre chercheurs. Et parmi ces données, il y a les données d'imagerie médicale. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant avec ces données d'imagerie, c'est qu'avec tous les nouveaux algorithmes de post-traitement et d'outils d'aide à la décision qui arrivent, on peut les appliquer à des données anciennes et trouver de nouveaux descripteurs qui, croisés avec d'autres informations, que ce soit des informations cliniques, des informations génomiques ou informations environnementales ou comportementales, vont permettre de mieux comprendre le mécanisme de développement de pathologie et faciliter, permettre de trouver de nouveaux traitements. La question est comment est-ce qu'on va pouvoir identifier et extraire de manière systématisée les bonnes séquences depuis ces archives d'images. Aujourd'hui, c'est un processus extrêmement chronophage et manuel qui se fait typiquement patient par patient et qui est donc qui est assez très très long pour pouvoir vraiment exploiter le potentiel de ces données. Donc face à ce constat, Medexprime a développé une solution qui s'appelle Radiomix Enabler et qui est un moteur de recherche et d'extraction en batch des séquences et ensuite qui permet de faire une anonymisation et un routage sécurisé en batch d'un nombre important de séquences. Donc pour vous donner un exemple, si on prend une étude rétrospective de 200 patients, typiquement, selon une méthode traditionnelle, ça va être soit un interne, soit un assistant de recherche clinique ou un manip radio qui, pour chaque dossier des patients identifiés, va aller sur une station d'interprétation du PACS, va ouvrir chaque dossier, chaque examen, va regarder si les bonnes séquences ont été acquises, va faire une extraction, faire un processus d'anonymisation, les mettre sur un CD et acheminer le CD vers une étude dans le cadre d'une étude multicentrique. Donc ce processus, on estime que ça prend à peu près 1 heure par patient. Et comme il ne fait pas que ça dans la journée, typiquement pour une étude rétrospective de 200 patients, ça va mettre entre 4 et 6 mois. Avec Radiomix Enabler, on va avoir un temps de préparation qui va permettre de préparer la liste des séquences. Et ensuite, toute la partie extraction, anonymisation et routage va se faire typiquement la nuit, en batch. Et le lendemain, l'utilisateur va pouvoir vérifier que tout s'est bien passé. Donc on passe d'un processus qui prend traditionnellement 4 à 6 mois à juste quelques heures. Du coup, comme c'est facile et que ça va vite, les médecins seniors s'y mettent également. C'est plus réservé aux petites mains, les internes, les assistants de recherche clinique, etc. Et en plus, on assure une traçabilité complète et une sécurisée des accès. Donc au lieu d'avoir un fichier Excel stocké sur l'ordinateur portable de l'interne, là, c'est l'application qui assure la traçabilité.
En termes de tarification, ce qui est proposé, c'est une tarification à l'étude en fonction du nombre de patients inclus, donc avec un coût qui de toute façon sera moins important pour l'hôpital que tout le coût aujourd'hui qui est dépensé en temps humain pour faire cette étude. Donc là, au-delà de l'intérêt qu'on peut voir pour une étude individuelle, ce que ça apporte, c'est un changement de paradigme complet sur la façon dont on peut imaginer la recherche en imagerie médicale. C'est-à-dire que grâce à ça, ça va permettre de faire beaucoup plus de recherche, ce qui veut dire plus de publications et donc des revenus pour l'hôpital. Et puis alors qu'on avait avant un cimetière de données qu'on n'utilisait pas au-delà de la prise en charge du patient, on a maintenant un trésor de données qui est désormais exploitable et valorisable dans le cadre de collaborations externes. Et puis, in fine, c'est le patient quand même qui est au cœur de ça. Donc ça veut dire de nouveaux espoirs pour les patients et de nouvelles thérapies pour eux. Je termine, Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons un prototype qui est déployé au CHU de Toulouse depuis à peu près 1 an, avec une première étude qui a été faite il y a 1 an sur les troubles de la marche d'origine neurologique avec le professeur Payou, chef de service de médecine nucléaire, et qui a été depuis utilisée dans 3 autres études, donc une sur les tumeurs cérébrales, une en neurologie et une sur la prise en charge des AVC par thrombectomie. Et donc maintenant, on en est dans la phase où on va tâcher de valider un modèle économique et diffuser nos services sur d'autres établissements. Je vous remercie et je n'oublie pas juste les partenaires du projet, donc le CHU de Toulouse, le pôle de compétitivité cancer biosanté, TBS et l'école ISIS qui nous héberge et qui a contribué au développement de la solution, du prototype. Merci. Merci de cette présentation. Question du jury. Qu'est-ce qui commence ? Olivier Sigler. J'ai une première question, après j'aurai une deuxième sur le business model, mais la première sur les données. Vous voulez faire une plateforme d'échange, d'aller chercher des données un peu partout. Est-ce que la donnée ne doit pas être normée si vous voulez qu'elle soit exploitable ? Si, alors c'est la chance qu'on a en imagerie médicale, c'est qu'il y a la norme d'ICOM qui est une norme internationale et qui est très répandue et qui est présente partout, donc qui est une norme qui a plus de 20 ans et qui est largement diffusée partout. Donc, ce qui facilite grandement les choses, effectivement. Patrick Sidbond, Thales. Alors d'abord, je voulais vous féliciter pour ce projet. Il est vraiment magnifique. Au-delà de cela, j'ai compris qu'il s'agissait d'un processus d'optimisation. Mais en quoi cela améliore la détection de pathologies, si tant est que c'est l'objectif ? Et deuxième question en une, qui est peut-être la même. Quelle est la spécificité des algorithmes que vous avez développés qui vous permet de dire que c'est bien un projet Big Data ? Alors, je vais peut-être revenir sur une slide précédente qui est celle-ci. Donc, en fait, nous, on ne fait que faciliter ce processus d'extraction et de routage et de gestion d'anonymisation des données. On ne développe pas d'outils d'aide à la décision ou d'outils de détection de pathologie. L'idée, c'est que cette partie-là, elle vient, c'est la 4e étape du projet, où justement tous ces labos de recherche qui développent ces outils d'aide à la décision ou de détection de pathologie vont avoir besoin de les valider sur un nombre important de données et donc vont pouvoir devenir on va pouvoir être partenaire avec eux pour leur faciliter leur travail de validation de leurs outils sur ce nombre de données auxquelles ils n'ont pas accès aujourd'hui. Voilà, donc on permet simplement d'accélérer un processus. Donc nous, notre technologie en tant que telle, effectivement, ne fait pas appel aux techniques Big Data qui vont plutôt venir en aval de notre solution. Facilitateur. C'est ça. On est un ETL en fait, si pour parler le vocabulaire Big Data. Jérôme Béranger, Nadèle. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce beau projet également, pour 2 raisons. Déjà, vous tombez exactement dans mon domaine d'expertise qui est dans l'imagerie médicale. J'avais fait ma thèse en médecine dans ce domaine-là, dans la cancérologie et la médecine nucléaire. Donc ça me parle encore plus. Et c'est véritablement une application orientée vraiment Big Data, comme on entend parler. Et avec les changements de paradigme, en créant vraiment des nouvelles corrélations avec des gros volumes de données. Donc bravo pour ça. Donc j'avais 2 petites questions. Une, donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe qu'il faut justement avoir une hiérarchisation sélective des données. C'est fondamental et essentiel.
Et la question, c'est comment vous avez conçu votre algorithme de traitement, en fait, le moteur de recherche. Il y a eu un groupe de travail, j'imagine, avec des manip radio, des radiologues, pour créer justement ces différentes étapes de traitement, pour extraire les bonnes informations par rapport à une imagerie médicale. Alors là aussi, en termes d'algorithme, on n'a pas d'algorithme hyper intelligent, c'est-à-dire que si on reprend l'étape du processus d'une recherche rétrospective, la première brique, ça va être d'identifier la population de patients qui répond aux critères cliniques de l'étude qu'on recherche. Donc là, ça c'est pas couvert par Radiomix Enabler, ça va être plutôt couvert par des solutions type entrepôt de données qui commencent à voir le jour dans les hôpitaux et qui permettent de connecter les différents silos d'information de l'hôpital et qui à partir de là développent des algorithmes de fouille sur ces données pour identifier les patients qui répondent à un même critère clinique. Et une fois qu'on a la liste de patients, c'est là que la Radiomix Enabler récupère cette liste de patients et interroge le PACS, donc l'archive d'images, pour savoir quelles ont été les séquences pour ces patients. Et donc s'il peut y avoir aussi des critères de date d'examen en fonction d'un événement donné qui est nécessaire à l'étude. Et le médecin va pouvoir filtrer pour ne garder que les séquences d'images qui l'intéressent. Et ensuite, toute la partie extraction et anonymisation va se faire en tâche de fond. Et il y a j'ai encore une petite question. Il y a une totale traçabilité, du coup, j'imagine, sur tout le circuit de développement de cycle de vie de la donnée. Tout à fait. Et dernière question, peut-être, est-ce qu'il y a c'est à vocation à être appliqué à des recherches multicentriques internationales? Parce que du coup, le standard DICOM c'est vraiment un standard mondial. Ou alors ça se réduit à l'Europe, la France, les États-Unis? Alors, l'idée, c'est plutôt de travailler sur des recherches rétrospectives et non pas des recherches interventionnelles. Donc, il y a déjà pas mal d'acteurs, donc des acteurs sur les essais cliniques et sur toute la partie interventionnelle qui existent. Là, l'idée, c'est vraiment d'exploiter les données existantes qui sont stockées dans les hôpitaux. Voilà. Donc, le pari, c'est que aujourd'hui, les technologies sont matures et que ça coûtera moins cher pour les industries de santé de sponsoriser des études rétrospectives sur la base des données existantes plutôt que de faire de nouvelles recherches interventionnelles, enfin pour certains types d'études en tout cas. Okay. Merci Karine Seymour de cette présentation. Donc ce projet Radiomix Enabler, on peut l'applaudir pour avoir présenté ici en direct dans cette université d'été d'Aïe-Santé à Castres. Va arriver le candidat suivant ou la candidate suivante, c'est Francine Lanceleur-Brenning qui est General Manager chez Medi&Trace. Voilà, elle va venir présenter ce projet Medi&Trace. Voilà, vous avez le micro ici et on vous laisse présenter. Bonjour au jury. Alors, Medi&Trace, en fait, a développé des solutions de traçabilité pour lutter contre les maladies nosocomiales. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais schématiser de façon un peu extrême. Vous rentrez à l'hôpital avec une jambe cassée et vous ressortez avec Ebola. Enfin, vous ne ressortez pas, c'est ça le problème. Donc, en France, tous les ans, vous avez 800 000 patients qui sont touchés par une maladie nosocomiale et ce chiffre-là n'a pas bougé depuis 10 ans. Sur ces 800 000 personnes, 10 000 décèdent pour différentes raisons. Une maladie nosocomiale, c'est quoi? Ça vient essentiellement de 3 catégories. Un problème d'hygiène des mains, des bactéries multirésistantes, mais également des infections liées à des dispositifs invasifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente, rien qu'en France, à peu près 6 milliards d'euros de coûts qui est supporté par la communauté, puisque ce sont les caisses d'assurance maladie notamment qui couvrent ces charges-là, et non pas les établissements hospitaliers. En 2005, l'OMS a défini ce qu'on appelle les 5 indications de l'hygiène des mains, qui permettent en fait de définir des protocoles de respect de l'hygiène des mains dans les établissements hospitaliers. Aujourd'hui, on constate un taux d'observance qui varie entre 30 et 40% au mieux, sachant qu'en fait c'est une moyenne pondérée puisqu'on varie en fait de 5% à 90%. Donc c'est un petit peu tout et n'importe quoi en fait dans les différents établissements. Par ailleurs, les audits sont observationnels, donc biaisés par des effets d'observance, puisqu'on sait tous que lorsqu'on est observé, on fait mieux. Donc dans la réalité, en fait, l'observance est inférieure. Nous avons décidé de développer en fait nos outils de traçabilité sur la base de ces 5 moments de l'OMS, en commençant par la traçabilité de l'hygiène des mains. Alors pour cela, nous nous sommes basés en fait sur de la technologie RFID. Donc on met des puces dans les sabots des personnels soignants. Lorsqu'ils rentrent dans les chambres, ils ouvrent la porte, ils rentrent dans la chambre. Ils sont identifiés par une antenne RFID qui est placée au sol.
Cette antenne est raccordée à un dispositif, à un boîtier électronique qui relève en fait toutes les informations lors des allées et venues des personnels soignants et qui communique par ondes radio avec un dispositif électronique qu'on place dans les différents distributeurs de gel hydroalcoolique qu'on trouve maintenant à l'intérieur des chambres des patients, à l'extérieur également. Et toutes ces informations sont envoyées automatiquement sur un serveur qui collecte les données, qui les analyse et qui restitue un certain nombre d'indicateurs, d'informations, de rapports, d'analyses, etc. Bien évidemment, si le soignant rentre dans la chambre, il est identifié, il ne se désinfecte pas les mains. Là, vous avez la possibilité, puisque c'est un système totalement ouvert, de paramétrer le système de façon à ce qu'il y ait un bip contraignant ou non contraignant ou une alarme visuelle qui permette de rappeler à l'ordre le soignant de sorte qu'il aille réellement se désinfecter les mains. L'objectif, dans un premier temps, c'est de faire une étude dans les services les plus critiques concernés pour évaluer la juste observance des règles d'hygiène des mains dans le service. Ensuite, de faire une restitution et une formation auprès des personnels concernés, puis évaluer la qualité de la formation au final et éventuellement d'activer l'alarme si réellement rien ne se passe. L'intérêt de cet outil, c'est également de remplacer l'audit observationnel, puisque l'OMS, dans son agenda 2016-2020, a identifié le fait qu'il faut maintenant mettre en place des outils automatisés de traçabilité. Donc, d'où la cible, effectivement. Dans les 5 indications de l'hygiène des mains, vous en avez 2 qui sont directement liées à de la traçabilité d'actes de soins. Lors d'un dispositif, lors d'une prise de sang par exemple, ou d'un changement de poche urinaire. Donc là, vous avez besoin de tracer le soin également. Donc nous avons développé une scanette, que vous voyez en bas également. Cette scanette va tracer en fait sur un principe de code barre, le code barre du patient, donc identification du patient, identification du soignant également, et des différents actes de soins qui sont listés et affichés au niveau du mur, juste à côté du lit du patient. Ces éléments nous permettent, combinés à la traçabilité de l'hygiène des mains, de savoir à quel moment a eu lieu une désinfection des mains par rapport à différents actes de soins, avant ou après, puisque là aussi l'ordre est important. Nous avons poussé plus loin également la traçabilité des actes de soins, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que cet outil n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Et qu'une analyse qui a été faite dans le service où on a fait notre preuve de concept a démontré que sur 2 années de dossiers avec des séjours patients de 5 jours en moyenne, vous aviez 0% des dossiers dont le diagramme de soins, c'est-à-dire le dossier patient, est rempli à 100%. Donc, c'est pas terrible. C'est en France, c'est chez nous. Donc, vous imaginez dans le monde entier également. Notre outil de traçabilité de l'hygiène des mains permet également, au niveau du management des différents services concernés qui sont équipés par la solution, de savoir quelle est l'activité des personnels soignants dans le service et donc d'identifier également les éléments d'optimisation de l'organisation du service au quotidien. Lorsque les infirmières rentrent et sortent en permanence des chambres, il y a peut-être un problème, on peut peut-être régler justement cette activité-là également. Alors, toutes ces données qui sont collectées sont aujourd'hui sur un serveur. L'objectif, c'est d'avoir toutes ces données dans un cloud. Donc, nous sommes en train d'y travailler, c'est la partie Big Data. La preuve de concept a été faite à l'hôpital Nord à Marseille dans le service de maladies infectieuses et tropicales du professeur Brouki. Et nous avons lancé cette preuve de concept en 2013. Nous avons déjà donc 3 ans d'historique de ce point de vue-là. Et à l'issue de cette preuve de concept, nous avons réalisé plusieurs publications scientifiques. Nous en avons déjà 6, plus un article et encore une demi-douzaine en attente de comité d'éthique. Et avec au niveau des données, 3 millions de données récoltées sur 7 chambres et 80 000 parcours de soignants auprès des patients. Donc énormément de données qui nous ont permis de voir toute la puissance de notre logiciel, de notre solution et d'aller beaucoup plus loin finalement que la simple traçabilité de l'hygiène des mains et de la lutte contre les infections nosocomiales. Le tout a été développé en partenariat entre une équipe de R&D et également tout le domaine scientifique au niveau de l'hôpital Nord. Voilà, merci. Merci de cette présentation. Des questions de la part du jury? Allez, Jérôme Béranger, pour commencer. Adèle. Je vous remercie pour cette présentation. J'ai 2 petites questions. Une sur la conception de votre solution. Le circuit du patient au sein de l'hôpital, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire du coup.
Quand vous avez conçu toute votre outil, vous avez fait la conception autour d'un comité de pilotage d'acteurs principalement sur l'hôpital. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. On n'a surtout pas voulu développer un outil développé par des ingénieurs et qui ne s'adapte pas ensuite à la réalité du terrain. On ne voulait pas changer le comportement des soignants puisque l'objectif initial, c'était d'avoir une photographie de la réalité et à partir de là, mettre en œuvre avec l'établissement les actions qui permettent justement de les amener à progresser dans leurs habitudes au quotidien et de faire en sorte que même si ça retombe de temps en temps, ça ne retombe pas aussi bas et vraiment de fonctionner avec des paliers. Donc c'est toute l'équipe du professeur Brookie dans laquelle on a recruté un sociologue, un doctorant anthropologue, une des infirmières et doctorantes, une autre en master sur les produits également, qui participe au comité de pilotage avec nos ingénieurs et puis le côté business bien évidemment. Et du coup, pour compléter sur vos propos, est-ce qu'il y avait aussi une association de patients qui avait aussi, parce qu'il y a les attentes des professionnels de santé, mais il y a aussi les exigences des patients et des usagers de santé, quoi. Absolument. On a un conseil stratégique et scientifique et Alain-Michel Serretti, donc le président de l'association Le Lien donc, de défense des patients, fait partie de notre comité également. Bon, et il a annoncé justement à ses membres qu'avec cet outil-là, dans certains cas, certains dossiers pourraient être rejetés puisqu'on aura la possibilité de démontrer que l'établissement a fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas d'infection nosocomiale et qu'en fait, il s'agit d'une infection communautaire, donc rapportée de l'extérieur. Ok. Et dernière petite question, vous avez dit donc c'est appliqué vraiment sur les infections nosocomiales. On peut penser qu'à moyen terme, on peut avoir d'autres applications dans d'autres secteurs au sein de l'hôpital que les infections nosocomiales, non ? Il s'agit de tracer finalement toute l'activité des soignants. Ouais. Donc on peut en sortir toutes les informations qu'on souhaite. Et effectivement, on a d'autres traçabilités qui sont prévues. Notamment, on vient d'avoir la validation d'un APRF pour lancer le développement d'un cathéter intelligent afin d'identifier le moment de pause, le moment d'exérèse, le suivi de façon automatisée, ce qu'on appelle une solution un peu idiot-proof, de façon à s'assurer que le soignant n'ait plus à se poser la question de savoir à quel moment il faut retirer le cathéter. Donc là, on travaille avec le LETI pour un développement un peu spécifique. C'est dans le business model, en fait, c'est voilà. Ça. Okay. Et dans l'absolu, le concept peut s'adapter à des entreprises, enfin des industries qui ont des contrôles d'accès au sens plus large. Patrick Sidbon, Thales. Merci encore, madame, pour votre présentation. J'ai deux questions qui sont sur deux axes différents. La première, quand j'ai lu votre présentation, la question qui m'est venue immédiatement à l'esprit, c'est l'acceptabilité de ce type de projet dans le monde médical et la conformité avec les règles édictées par la CNIL en matière de respect de la vie privée, si je peux dire. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est plutôt le thalésien qui parle. C'est dans le proof of concept, vous avez également testé la faisabilité technique en matière de radiocommunication au sein d'un environnement aussi complexe qu'un hôpital pour être sûr que vos données ne seront pas bloquées. Tout à fait. Alors, vos deux questions font partie des trois barrières qui se sont levées lorsqu'on a mis en place la solution dans un premier temps. Alors, je vais les prendre dans l'ordre du coup des barrières qui étaient levées. On s'attendait à ce que la notion de flicage, en fait, donc tout ce qui est lié à la CNIL, vienne en premier. Eh bien non. La première question concernait justement l'émission d'ondes. À savoir, oui, mais là, on va avoir une puce, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Non. Ce sont des puces à RFID passives. Donc la question ne se pose pas au niveau du soignant. Et on a fait en sorte que le développement soit réalisé un tiers en dessous de la norme qui est autorisée dans les établissements de santé, sachant que déjà c'est au niveau du sol, mais surtout pour garantir qu'il y ait zéro interférence avec tous les équipements qui peuvent être en place dans l'établissement. Donc ça, c'était la première barrière. La deuxième, et ça, elle ne répond pas tout de suite à la deuxième question, nous avons apporté en fait un lot de chaussures prééquipées auprès du personnel soignant. Le lot était blanc. Et la question, c'était, ah oui, mais moi, je voudrais rose avec des petites fleurs. Donc, vous voyez, ce n'était pas forcément le côté flicage qui était prioritaire. Et l'acceptabilité, justement, est-ce que ça posait problème ou pas? Dès le départ, nous avons clairement indiqué que l'objectif n'est pas de pointer les individus. On sait qu'on est mauvais au niveau lutte contre les infections nosocomiales en France. La preuve de concept avait démontré que la désinfection des mains à l'intérieur de la chambre, avant le contact patient, ne représentait que 6% des parcours qui respectaient le protocole. Et ça, c'est en France aujourd'hui. Toute dernière question, Patrick Sigler. Rapide, s'il vous plaît. Juste sur la commercialisation et le business model, parce que j'ai vu qu'il y avait c'est quand même complexe à vendre, parce que c'est multi-acteurs, c'est quand même, ça touche à la fois l'infrastructure
l'infrastructure de l'hôpital ou de l'établissement de soins. Et donc, comment vous imaginez ça? Vous voulez travailler avec des partenaires, c'est ça, pour développer? Ouais. Absolument. En fait, bon, il y a l'exception française qui complique un petit peu les choses pour démarrer toujours. Et il y a l'international qui est malheureusement et heureusement plus ouvert aux nouvelles technologies. Donc, nous montons des partenariats avec des fabricants de gel hydroalcoolique notamment, puisque eux sont particulièrement intéressés par ce type d'outils, avec des éditeurs qui souhaitent ajouter des volets complémentaires à leur portfolio au niveau de leur offre, mais également d'un point de vue plus direct avec les établissements, c'est la direction. Ce sont des professeurs spécifiques dans des maladies infectieuses par exemple, mais ça peut être également au niveau des grands brûlés, au niveau des services de réanimation, donc c'est le réseau qui fonctionne également. L'objectif est toutefois de passer par un réseau de distribution essentiellement et de partenariat. Merci beaucoup Francine Lanceleur-Brenning de cette présentation, cette intervention. On peut l'applaudir pour cette présentation de projet. Et va nous rejoindre le dernier candidat de cette matinée dans la catégorie Big Data, Tariq Ralek, qui est fondateur de Healthcast et qui va donc nous présenter son projet. Voilà, venez ici, présentation qui se fera en anglais. Yes, so hello everyone, my name is Tariq. I apologize in advance for not speaking French or at least knowing the basics too, so please, sincerest apologies. I'm one of the co-founders of Healthcast, and the problem that we try to solve is that there are parents or there are families that do not have the medical knowledge. And so what they usually do is they tend to go to the internet and they try to find a solution to it. Now, unfortunately, if you've been following up on John Oliver's comedic sketch, they come across some particular forums or some particular sites that basically tells or gives them the wrong information, hence leading to a complicated situation. So the solution that we propose is that we would like to develop an app that can track your symptoms, at the same time manage your symptoms, and show a forecast of what's currently going around so that you're more aware of the whole situation. Now, if you look at the symptom tracker here, for that particular user, we've been tracking his vitals for at least a few days, and that has, and so based off of that, we then end up giving them advice as to reminding them when to take it and the amount of doses that they have to take. So naturally, all of this has been compiled into one app. So just looking briefly under the hood, and I'm just going to briefly explain this. So we basically center our entire technology around machine intelligence. That's the blue box that you can see. And basically we have two segments. One's the forecasting engine. The other one is the medical knowledge graph. And you can see that each of the two segments basically lead to the outputs that we would like to present to the general public. Now, the interesting thing to note is that for each of those two segments, there are different categories. This is the whole big data, this is the reason why we're in the big data category. For the forecasting engine, we have scientifically accurate and at the same time clinically curated data. That's basically from RESPER and ECDC, and we collect the weather data from Black Sky. While for medical knowledge graph, we take it from FDA, Mayo Clinic, and then by constantly talking to a lot of physicians, we tend to see what can make our medical knowledge graph accurate, and that's how we combine it together, and then we have this really interesting app. But who is this for? Like, what's the market? So there was a survey that was conducted, and there were close to 7 million parents in France, Benelux, Luxembourg, so Germany and UK. And if you notice, Google also did this research, and what they found out was that adults who were either going to become parents or who were already parents basically searched for some technical keywords. So if you look at the graph, if you look at the picture that has a category pregnant, health was the #1 keyword that was searched for, and that's something that you can notice in the newborn and in the toddler segment at the same time. So fundamentally, we have segmented our audience to be providing this for parents who have children. Naturally, we're not alone. For each different category, you can see different competitors. However, the one added value that we have in comparison to all our other competitors is the symptom management, while at the same time, we're integrating all of them.
the business model as to how do we intend to sell it, we basically go for the premium approach, which is that the basic version is for free, while the premium is for 10 euros a year. The distribution or the way that we would like to grow is that we would like different clinicians or the clinician network that we currently have, them to recommend and at the same time advise us as to how to give it to patients. At the same time, we would like it to grow virally in the sense that, you know, if one of our users could actually recommend it to a lot of other users, and at the same time a referral system. So if a user ends up recommending it to another user, they get 2 months of free premium. And so if you can end up referring to 6, well, there's a whole year of free premium. Last but not least, that's the team. That's Dr. Glenn Lawyer. He's the CEO and the founder. He has a PhD in machine learning. Then there's Tobias Theobald. He's the lead engineer. And then there's me. I have a degree in bioinformatics. And that's our website if you would like to find more information or if you would like to subscribe, because we would be launching in August. Please go onto our website. And last but not least, we would like to give a shout out to our partners, without which this would not have been possible. And we really appreciate their guidance. Thank you very much. Merci beaucoup de cette présentation. Je suppose qu'il y aura des questions du jury en anglais ou en français, comme vous le voulez. Il y a un service de traduction. Thank you very much for your presentation. Very interesting. It's a tough competition when you are launching apps on B2C model with the freemium model, but Yes. I don't have clearly understood what is your competitive advantage. What is really what will make the difference between the large number of apps that exist on generic disease? So I'm just going to go to the competitor slide because I think it will make more sense. What you see is that each of our competitors, they've basically segmented themselves, or they've basically tried to capture one particular category. So for example, if you have Isabel, they like to compare your symptoms. And if you have SickWeather, who's one of our strongest competitors, they like to forecast, like, you know, whatever's going around. Now, we collectively thought that it would be a better idea to have one complete application rather than having them in different segments. So it adds more value to it, number one. Number two, we also have the scientific knowledge. For example, what our competitors, SickWeather, what they tend to do is they tend to take social media data, and then from there they tend to add the weather data, and then they make these interesting forecasts. Now, yes, that's actually a very interesting way to go ahead with it, and there's a lot of science behind it. However, the problem is that, you know, if you end up having fake reviews, or if you end up having someone who's saying, like, I'm sick, but they're not actually sick, that just adds more noise to it. However, what we're doing is we're taking it from already curated, clinically curated and scientifically accurate published data. Now, this is free. You can find this online yourself, but it's just data. It's raw input. For us, that input is being translated into information, and that gives us another competitive advantage. Okay. Autre question, Patrick Sidon. Thank you for your presentation. Very interesting. I just want to be sure that I correctly understand. Yes. Are you the Waze system of the cold and flu? Are you exactly or a Waze-like system you want to develop for family and children? The answer to that is basically complicated. The reason for that is because we would naturally want to encapsulate all of the infectious diseases, naturally, because there's a lot of data for this kind of information. However, the fundamental problem is we're a startup. So naturally, we have financial limitations, and we have a few other limitations, as a result of which we cannot capture all the infectious diseases straight away. So we're starting with really basic or really approachable diseases such as cold and flu, or otherwise scientifically known as influenza-like illnesses and acute respiratory illnesses. And we would like to encapsulate this and then see if we can bring about a change. We are almost there. We have a lot of positive feedback. And so hopefully in the future, we might just end up adding more. Just so you know, what we have added is, and this is based on off of our user interviews, people would like to know about
the current diseases that are around. So currently there's Zika and then there's Ebola. Now naturally they have some common overlaps with cold and flu, such as fever. So what we have done is we've actually added this graph, and this is visually speaking, that you can compare your symptoms with. So let's just say you're afraid that, oh my God, I have Zika, and then you have already inputted your symptoms in it, and the graph is different, and your trajectory of your vitals are different. You can be relaxed. So. Une dernière question. Bonjour. Alors, mon accent étant un peu déplorable, je vais parler en français, si c'est possible. Juste, est-ce que vous pouvez me décrire un peu plus en détail le business model dans les 2-3 années à venir, parce que j'ai pas, c'est un peu flou pour moi en fait. En quelques mots, voilà. Sure. So basically talking about the business model and how exactly we intend to price it. The pricing is that we basically believe, consciously speaking, that health is a fundamental right of every human being. So our basic model that basically takes your vitals and then starts managing them is for free. But when we talk about premium, naturally that's a lot of work that goes into it. And that is based off of 10 euros a year. Now, 10 euros a year is very cheap, simply because whenever you talk about health, the first thing that pops into everyone's mind is health insurance. And you pay a lot of money for health insurance. So you don't want to pay the exact amount for health insurance. And we did a lot of user interviews, and we asked them, how would you want to price this? They basically ranged between 5 to 30 euros, but a lot of users were willing to pay 5 euros a month. And so we structured it in a fashion that it should be relatively accommodatable, simply because we would like to take this globally. And naturally, we would like to take it to the developed and the developing countries at the same time. So that's the whole pricing. That's the whole logic behind the whole pricing idea. As for the distribution, we already have clinicians. We already have an established clinical network. We are already talking to Luxembourg Institute of Health, at the same time the Hamburg Institute in Saarbrücken, and we are getting a lot of their feedback. And at the same time, they're also giving us a lot of input as to what they would expect from the app and how their patients could benefit from this. So that is an added advantage for us, and that's where we would also ask them to help us out, because if they validate this, if they give a stamp of approval, everybody's more relaxed. They don't get to think about in terms of, oh, they're taking our data or whatever, or something like that. We're not Facebook, period. But that's the reason behind the clinical collaboration. And then we will naturally want people to love it to the point that they want to be talking about this. That's the logic behind Viral Growth, and then we have a referral system. So, yeah. Merci beaucoup de cette présentation, Tariq Ralek. On peut applaudir, lui qui est venu du Luxembourg.